désolée. Non, maintenant. Mon micro s'est fermé tout seul. Allez, on recommence. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, Linda, ça l'a recoupé. Je pense que c'est parce que faut pas recouper le son de tout le monde, s'il vous plaît, quand Mme Carbonnet va commencer. Bonjour, mon nom est Linda Carbonnet, directrice générale de BOMA Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du règlement de la Ville de Montréal sur la divulgation obligatoire des données de consommation énergétique. Veuillez noter qu'afin d'éviter que la conférence soit cacophonique, tous les micros ont été fermés, à l'exception de celui des conférencières. Il n'y aura pas de période de questions, donc je vous invite à les noter et à les faire parvenir à l'adresse courriel qui sera affichée à la fin de la présentation. Je vous informe également que la présentation et les documents qui seront mentionnés dans la présentation seront disponibles au cours des prochains jours. Pour débuter, j'invite Mme Marie-André Mauger à vous dire quelques mots. Mme Mauger est élue dans l'arrondissement de Verdun depuis 2013. Elle a effectué 2 mandats comme conseillère d'arrondissement dans le district Desmarchais-Crawford. Depuis novembre dernier, Marie-André est mairesse de l'arrondissement de Verdun. La réduction de notre empreinte écologique et notre adaptation face au changement climatique sont au cœur de son engagement politique. Nommée membre du comité exécutif en novembre 2021, Marie-André Mauger est désormais responsable de la transition écologique et de l'environnement. Madame Mauger, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Carbonnet, et bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous pour ce webinaire qui porte sur une action de la Ville de Montréal, une action inscrite dans le plan climat de la Ville de Montréal qui a été adopté en décembre 2020. Et le plan climat a comme objectif principal la réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors, c'est un objectif très ambitieux, donc réduction de 55% par rapport au niveau de 1990. Et parmi les grandes sources de GES, on retrouve le secteur des bâtiments derrière celui du transport. Et les bâtiments représentaient en 2018 28% de nos émissions de gaz à effet de serre sur l'île de Montréal. Alors, je tiens à reconnaître les efforts déployés par les propriétaires et les gestionnaires immobiliers dans les dernières années, parce que malgré que le secteur du bâtiment commercial et industriel est en croissance, avec une augmentation importante de la superficie de plancher, eh bien, les émissions demeurent sensiblement au même niveau dans les derniers inventaires de GES là, dans les dernières années. Mais ceci dit, pour atteindre notre cible de réduction de 55% des GES d'ici 2030, la Ville de Montréal et toute la collectivité devra déployer des actions phares. Et à l'exemple de plusieurs villes et États nord-américains, Montréal a adopté en septembre 2021 un règlement sur la divulgation et la cotation des émissions GES des bâtiments à Montréal, les grands bâtiments. Et c'est donc une action du plan climat de la Ville de Montréal, ce règlement sur la divulgation et la cotation. Et c'est une première étape pour nous permettre d'intervenir sur les bâtiments existants en acquérant d'abord un portrait de la situation du secteur immobilier. Et à terme, la réalisation de cette action, donc ce règlement et sa mise, son déploiement, a le potentiel de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre sur notre objectif global de réduction de 55%. Alors, c'est une cible très importante. Et puis, dans le secteur du bâtiment, bien, on le sait, les émissions de GES sont associées à l'utilisation d'énergie fossile. Alors, on vise donc une réduction de au moins 50% de l'utilisation du gaz naturel dans les bâtiments commercial et industriel et une sortie complète du mazout. Alors, le règlement a été adopté en étroite collaboration avec l'équipe du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, qui est responsable de l'initiative provinciale. Et puis, nous avons l'objectif commun de développer un seul programme. C'est juste que la Ville de Montréal a saisi l'occasion d'agir dès maintenant
et la ville se positionne ainsi comme une métropole à l'avant-garde de la transition écologique. Alors, je souhaite profiter de l'occasion pour vous inviter à participer au défi énergie en immobilier qui est piloté par BOMA, et c'est un concours amical, disons, pour stimuler la réduction de la consommation d'énergie et les émissions de GES. Et la Ville de Montréal est entre autres partenaire de ce grand défi. Et j'en profite aussi pour remercier l'équipe de BOMA Québec et souligner son leadership. Alors, je vous remercie et vous souhaite un bon webinaire. Bien, merci, Madame Mauger. Je présente maintenant notre conférencière. Depuis 1999, Madame Geneviève Gauthier appuie la planification stratégique d'organisation des secteurs publics et privés en matière d'efficacité énergétique. Elle est directrice nationale, service conseil chez Econolab. Elle est co-auteure du livre The Canadian Energy Efficiency Outlook, A National Effort to Tackling Climate Change. Elle a fait plusieurs conférences nationales et locales sur l'efficacité énergétique. Madame Gauthier est membre du comité de gestion technique intégré de BOMA Québec et elle est co-instigatrice du défi énergie en immobilier. Madame Gauthier, la parole est à vous. Merci, Madame Carbonnet. Donc, je crois que mon son est là. Normalement, tout est correct. Est-ce que... oui, parfait. Donc, ça me fait plaisir de présenter là, ce webinaire sur le nouveau règlement de la Ville de Montréal que Madame Mauger a présenté, qui a été adopté à l'automne 2021. Donc, c'est le deuxième webinaire qui est donné en collaboration avec BOMA Québec et la Ville de Montréal. Donc, sans plus tarder, on va le commencer. Un webinaire, encore une fois, extrêmement populaire, les sujets sur la réglementation. Donc, on y va. Aujourd'hui, l'idée, en 1 heure, c'est de placer un petit peu le contexte de la réglementation. Donc, ça a déjà été placé par Madame Mauger, le pourquoi de la Ville de Montréal. On va le replacer un petit peu dans le contexte nord-américain, juste pour que vous compreniez un peu mieux d'où arrive la Ville de Montréal avec ce règlement-là, le pourquoi, est-ce qu'on est des pionniers, est-ce que ça a déjà été fait, est-ce que c'est... donc, de replacer ça en contexte, puis après, on va vraiment y aller directement dans le règlement. Évidemment, en 1 heure, je ne vais pas passer à travers tous les articles, les sous-articles, les détails du règlement. Vous comprendrez que ça serait très fastidieux et probablement pas très divertissant. Mais je vais passer néanmoins sur les points qu'on sait qui sont très importants pour les gens de la gestion immobilière. Et vous allez voir à la fin du webinaire, il y a une adresse du site web de la Ville de Montréal sur lequel vous pouvez trouver et les webinaires sont présentés. Celui-ci fait partie d'une série de 2, donc je vais vous l'expliquer. Donc, il y a les liens sur les webinaires qui auront été enregistrés sur différentes formations, différents outils à votre disposition pour vous aider dans la conformité à la réglementation et aussi sur 2 guides qui ont été produits là, en collaboration avec la Ville de Montréal et BOMA Québec qui explique très bien chaque article de la réglementation. Et puis, si vous lisez les guides, probablement, vous n'aurez pas beaucoup de questions après. Donc, comme je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment plus pour faire un survol de la réglementation, pour que vous sachiez un peu, là, ben, c'est quoi cette bébite-là, ce nouveau règlement-là. Donc, dans le contexte, là, je vais passer rapidement parce que ça a été mentionné là, par Mme Mauger. Donc, le contexte plus global de ça, la Ville de Montréal là, a signé en 2018 le Chart One Planet, qui est une initiative conjointe de gouvernements locaux pour la durabilité. Vous avez peut-être vu ça pour ceux qui lisent un peu l'actualité dans les journaux, etc., sur ce que la Ville de Montréal fait en termes de changement climatique. Donc, c'est aussi dans le cadre du C40 Cities Climate Leadership Group, la Convention mondiale des maires pour le climat d'énergie. Toutes ces initiatives-là là, qui visent à accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris dans les villes et les gouvernements locaux du monde entier. Donc, dans le langage politique, gouvernements locaux là, veut dire les gouvernements de proximité, donc les gouvernements municipaux. A découlé de cette volonté-là d'être un leader en matière de changement climatique, le plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal qui réaffirme cet engagement-là, qui réaffirme aussi l'engagement de la Ville de Montréal à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Donc, ce plan-là, je vous invite à aller le regarder là, pour les Montréalais qui sont à l'écoute. C'est pas mal intéressant, assez bien écrit, facile à lire, mais il propose 46 actions. Donc, des actions concrètes qui sont faciles, qui sont tangibles, qui sont regroupées en 5 chantiers d'intervention.
dont la mise en œuvre, évidemment, là, est prévue là, avant 2030, qui est l'horizon du plan climat. Puis, une des actions du chantier bâtiment, justement, vise l'amélioration de la performance énergétique des grands bâtiments par un système de cotation et de divulgation de consommation énergétique des émissions de GES. Donc, qui est effectivement la mise en œuvre, l'adoption du règlement qui fait l'objet du webinaire aujourd'hui. Donc, c'est l'adoption de ce règlement-là à l'automne 2021 était une des actions du plan climat 2020-2030. Donc, comme ça a été mentionné, le règlement a été adopté là, à la fin septembre. Donc, c'est une réglementation, comme vous allez voir, là, qui obligera graduellement les propriétaires de grands bâtiments à divulguer les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par la consommation énergétique des bâtiments. Donc, on ne vise pas ici ceux qui pourraient avoir des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à un traitement de la matière résiduelle, qui sont dues aux allocarbures. Donc, c'est vraiment les émissions qui sont liées à la combustion d'énergie fossile. Vous allez voir que le règlement, là, il procède un peu, pas un peu, mais il procède par étapes. Donc, ce ne sont pas tous les grands bâtiments qui sont assujettis à partir de cette année, mais il y a une certaine gradation que je vais expliquer là, autour des 3 prochaines années. Donc, cette réglementation-là, comme ça a été mentionné par Mme Auger précédemment, donc juste avant moi, elle vise d'encourager les propriétaires des bâtiments existants des secteurs commercial, institutionnel et multilogements à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire les gaz à effet de serre. Donc, le lien avec le défi énergie, d'ailleurs, vous voyez mon background, donc je fais la promotion évidemment du défi de Beaumont, que je vais parler un petit peu tout à l'heure, mais le lien avec le défi énergie, c'est que la réglementation, elle va obliger les grands bâtiments à divulguer la consommation d'énergie et les GES, mais vous avez entendu, Mme Auger, il est prévu que l'adoption massive de ce règlement-là sur la Ville de Montréal pourra permettre la réduction des gaz à effet de serre de 10 Ce n'est pas le fait de divulguer, évidemment, qui va générer ces économies de gaz à effet de serre, mais le fait d'être capable de se comparer aux autres, le fait d'avoir une meilleure compréhension de nos GES, et puis le défi a été là dans les 4 dernières années, il sera là dans les 4 prochaines années également, pour appuyer les propriétaires, les gestionnaires à tirer le maximum de la réglementation pour réduire leur consommation d'énergie, donc faire des sous, sauver des dollars, mais aussi là, réduire les GES et contribuer à la lutte au changement climatique. Donc, je l'ai expliqué un petit peu en début en préambule. Donc, l'objectif du webinaire présentement, c'est de clarifier certains points en lien avec l'assujettissement. Donc, quels bâtiments sont assujettis à la réglementation, donner de l'information sur les différentes informations à divulguer. Évidemment, là, la présentation n'a aucune valeur légale. Il faut se référer aux versions du règlement qui est disponible sur le site web de la Ville là, pour avoir la réelle information, donc l'information juste. Et je vous rappelle également qu'il y a des guides d'interprétation qui ont été conçus, qui sont publiés sur le site web auquel vous pouvez avoir accès également. Donc, ce webinaire-là est donc fait en collaboration avec la Ville de Montréal. Il fait partie d'une série de 2 webinaires qui a été adapté au règlement de la Ville de Montréal. Donc, le premier ici, je vais vous expliquer le règlement. Le deuxième, dont les enregistrements sont également disponibles sur le site web de la Ville de Montréal, vise à démystifier l'utilisation de l'outil Energy Star Portfolio Manager qui est utilisé dans toutes sortes d'initiatives similaires de divulgation. Mais il y a un webinaire qui a été préparé dans l'esprit de se conformer au règlement. Donc, il y a plein de formations qui existent sur Energy Star Portfolio Manager en général, des formations gratuites qui, elles aussi, sont listées sur le site de la Ville de Montréal. Mais il y a un webinaire qui a été spécialement conçu et préparé pour assister les gestionnaires, les propriétaires de bâtiments à se conformer là, à la réglementation. Donc, beaucoup d'informations et de supports vous sont offerts. Les avantages de la divulgation, évidemment, ce n'est pas un argument de vente pour la réglementation, mais plus de manière générale pour que vous compreniez dans quel état d'esprit la Ville de Montréal s'est mis pour avoir l'idée de mettre de l'avant cette réglementation-là dans un espoir là, de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des bâtiments de 10 Donc, dans les grandes théories de la transformation énergétique, la transition énergétique, la divulgation de données est une des étapes primordiales, cruciales, un peu le cornerstone de la transition énergétique.
dans le sens où, en étant obligé de divulguer, c'est un premier effort de conscience qui se fait sur la consommation d'énergie de manière un petit peu plus pointue que de regarder seulement les dépenses énergétiques de façon annuelle ou mensuelle. Et puis, c'est documenté en long et en large comment le seul fait de devoir rapporter de l'information, de suivre des indicateurs induit des changements de comportement qui, eux, vont mener là, à des réductions de consommation. Les changements de comportement, je ne parle pas juste d'éteindre, fermer ses lumières, là, quoique ça en fait partie, mais vraiment dans un changement de façon de prendre les décisions dans les entreprises, de façon de voir les projets, de façon d'organiser, prioriser les activités là, à l'intérieur des bâtiments. Donc, c'est dans les avantages de la divulgation. Pour ceux qui ont lu la diapositive, ben, continuez de faire ça parce que je fais pas toujours, je lis pas exactement ce que la diapositive, j'amène de l'information complémentaire, donc je vous invite à lire aussi. Mais vous avez vu là, que dans les avantages, c'est pour de mieux gérer là, les coûts provenant de la consommation, évidemment, éventuellement identifier des mesures, etc. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là le contexte que s'inscrit la réglementation. Est-ce qu'on est les premiers à Montréal à faire ça, ce type de réglementation-là? Eh bien, la réponse est non. Donc, non, on ne peut pas se vanter d'être, la ville de Montréal ne pourrait pas, du moins, se vanter d'être la première ville qui instaure une telle réglementation. Malgré tout, fait quand même figure de pionnière en cette matière-là. Et je m'explique, c'est qu'il y a quand même quelques villes et quelques États aux États-Unis ou au Canada qui ont une réglementation similaire, mais ce ne sont pas toutes les villes, tous les États ou toutes les provinces. Par exemple, ici au Canada, en Ontario, ils ont une réglementation similaire, mais qui touche également l'eau, qui est en vigueur depuis quelques années. Il y a certains États et villes aux États-Unis qui font également figure de pionnières. Je vais vouloir citer, en fait, aux États-Unis, c'est près de 40 villes et 4 États qui ont adopté là, des politiques ou des règlements contraignants, là, donc qui rendent obligatoire la divulgation des données de consommation énergétique des bâtiments. Ça inclut là, des villes comme New York, Philadelphie, Chicago, l'État de Washington, l'État de Californie. Si ça vous intéresse, voir un peu ce qui se passe ailleurs aux États-Unis pour peut-être comprendre où ça pourrait aller dans un avenir ici à Montréal ou ailleurs au Canada, je vous invite à regarder la ville de New York qui, elle, fait vraiment euh, qui est vraiment pionnière là-dedans. Elle a une réglementation de divulgation obligatoire, mais elle a aussi dans sa réglementation de la cotation énergétique et puis des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre par pied carré de bâtiment. Évidemment, le contexte énergétique à New York est complètement différent de ce qui se passe au Québec, donc je ne veux pas qu'on fasse facilement un amalgame entre les deux en disant que c'est vers là qu'on va, mais néanmoins, ça donne une idée. Là, à New York, c'est pas exactement une ville de hippie, là, si vous voulez me permettre cette expression-là. Donc, il y a beaucoup de gros bâtiments, des enjeux particuliers par rapport à ça, mais néanmoins, là, la réglementation, elle existe et elle fonctionne bien. Donc, tout ça pour dire que la Ville de Montréal n'est pas la première à faire ça, mais néanmoins dans les pionniers. Mais au Canada, là, c'est, comme je vous disais, en Ontario, pour l'ensemble de la province, il y a déjà une réglementation qui existe. Et puis, Mme Manger le spécifiait un petit peu plus tôt, là, la Ville de Montréal, pour cette réglementation-là qu'elle a émise à l'automne, a travaillé étroitement de concert avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Et puis, si vous consultez le plan directeur de Transition énergétique Québec, donc le bureau à l'intérieur du ministère qui s'occupe de la transition, vous y verrez que dans leur plan d'action, il est prévu qu'une réglementation similaire soit adoptée pour l'ensemble du Québec là, sous peu. Je vais vous parler du défi énergie en immobilier quelques secondes, une minute, peu importe, mais parce que dans le monde de la divulgation des données de consommation d'émissions de gaz à effet de serre, il y a comme deux espèces de volets, si on veut. Là, il y a les initiatives volontaires et les initiatives qui sont réglementaires. Donc, l'ensemble du webinaire va porter sur l'initiative de Montréal, qui est une initiative réglementaire, vous l'avez compris. Il reste que néanmoins, l'expérience au Québec avec cette thématique-là de divulgation des données de consommation d'énergie DGS existe de façon volontaire depuis 4 ans. Madame Carbonnet en faisait référence au début du webinaire. Donc, c'est le défi énergie en immobilier qui est démarré en 2018, qui a clôturé sa dernière année au 31 décembre 2021.
On le mentionnait là, avant que vous joigniez tous à nous là, en parlant avec la Ville de Montréal et Madame Carbonnet de Beaumont, Québec. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire encore. On a 4 jours encore pour s'inscrire au défi Énergie en immobilier. C'est gratuit, c'est facile, ça utilise le même outil de divulgation de données, Energy Star Portfolio Manager, que la réglementation. Donc, je vous invite à vous inscrire, mais je veux aussi vous annoncer que ce printemps va être lancé la version 2.0 du défi. Donc, c'est un autre 4 ans. C'est vraiment là, une occasion unique de bénéficier d'un support dans l'application du règlement, mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, selon moi, d'avoir les outils et l'information qui est nécessaire pour vous aider à réduire vos GES. Donc, il y a des infolettes, il y a des comités techniques qui font des webinaires spécialisés dans un langage de gestion immobilière pour les gestionnaires immobiliers. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. Et je vous dirais un petit bonus, si depuis 2018, là, regardez ça, vous avez réduit vos émissions de gaz à effet de serre de plus que 10%, inscrivez-vous parce que tous les bâtiments qui auront au minimum atteint ce 10%-là vont être reconnus lors du gala d'excellence au printemps. Donc, ça vaut la peine. Donc, le contexte étant terminé, on va rentrer tout de suite dans le règlement, dans la décortication du règlement en version webinaire. Donc, premièrement, au niveau géographique. La ville de Montréal, là, c'est complexe des fois à comprendre quand c'est pas complexe à comprendre, mais quand on s'y est jamais attardé, on comprend pas trop ce que ça veut dire si tu l'île, si tu la ville, etc. Donc, le règlement vise les 19 arrondissements de la ville de Montréal. Donc, si vous doutez si vos bâtiments sont situés dans un arrondissement ou non, vous pouvez consulter ce qu'il y a à l'écran. Donc, sur le graphique, c'est tous les arrondissements qui sont en vert plus foncé. Donc, on parle d'Outremont, Anjou, Verdun, La Salle, Ville-Marie, etc., Rosemont. Les villes qui ont été défusionnées, là, je sais que c'est pas le mot exact, là, les villes reconstituées, en fait, qui ont été reconstituées suite à la diffusion, si on veut, en vert pâle, dont on parle de Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Roxborough, Montréal-Est, etc., ne font pas partie de... Non, excusez, Roxborough fait partie, là. Donc, les villes dans l'ouest, Kirkland, Biddeford, etc., les bâtiments qui sont dans ces villes-là reconstituées ne sont pas assujettis à la réglementation. Donc, ça, c'était la première chose, de replacer ça géographiquement. Je sais que suite à l'autre webinaire, il y a eu des questions à savoir un bâtiment à Brossard, à Laval, etc. Non, ce n'est pas la grande agglomération de Montréal, c'est vraiment la ville de Montréal et ses 19 arrondissements. Je vous parlais en début là, de webinaire là, que c'est une réglementation qui va fonctionner par étapes. Donc, ce ne sont pas tous les grands bâtiments qui sont assujettis à la réglementation dès cette année. Donc, vous avez ici un schéma de la chronologique de l'adoption du règlement pour différents bâtiments. Dès cette année, dès 2022, là, tout bâtiment ayant une superficie supérieure à 15 000 m² et qui est composé principalement de logements. En fait, c'est tous les bâtiments de 15 000 m² et plus, sauf si ces bâtiments-là comportent exclusivement des logements. Donc, un bâtiment qui comprendrait des logements, mais qui aurait, par exemple, une aire commerciale au rez-de-chaussée, ne fait pas partie des bâtiments assujettis à la réglementation cette année. Le sera ultérieurement, mais pas cette année. Cette année aussi, peut-être ça vous touche moins ou probablement pas du tout, mais tous les bâtiments de 2000 m² et plus qui appartiennent à la ville sont également assujettis à la réglementation. Et puis, vous avez, dès l'année prochaine, ça va être les bâtiments de 5000 m² et plus et les 50 logements et plus. Éventuellement, tous les bâtiments de 2000 m² et plus ou de 25 logements et plus qui comprennent ou non des aires commerciales dans ces cas-ci. Et comme tout règlement, là, le règlement prévoit que la ville, par ordonnance du comité exécutif, pourrait ajouter des bâtiments au règlement, donc pourrait ajouter d'autres classes de bâtiments qui seraient assujettis là, à la réglementation. Vous voyez en bas de l'écran, donc on dit, un bâtiment compris dans une unité d'évaluation dont l'utilisation prédominante figurant au rôle d'évaluation financière comprend une industrie n'est pas assujetti au règlement. Là, pour ceux qui sont plus de la gestion immobilière, là, il y a un ajustement de langage à faire. Je vous invite à regarder le guide pour tous les détails dans le concept
de gestion immobilière, un bâtiment, par exemple, qui serait un entrepôt est considéré parfois industriel, donc on pourrait penser qu'il n'est pas assujetti, mais dans ce cas-ci, il est assujetti au règlement. Donc, quand on parle d'utilisation industrielle dans le langage de la réglementation, c'est les bâtiments qui abritent des procédés industriels. Donc, par exemple, les raffineries là, que nous avons dans les Émeraudes ne font pas partie, là, ne sont pas assujettis à la réglementation. Donc, pour plus de détails à propos de ça, je vous inviterai à regarder, à consulter le guide là, dont le lien sera donné à la fin du webinaire. Je viens d'en parler, en fait, pour les industries. Désolée, je n'avais pas en vue la prochaine diapositive. Là, pour plus de clarté, là, bon, c'est marqué là dans la codification des codes d'utilisation des biens-fonds, le CUBF. Là. Donc, ce sont les bâtiments qui sont codifiés par les chiffres 2 et 3, qui sont donc les industries manufacturières. Mais comme je vous disais, vous pouvez aller voir le guide pour avoir plus d'informations. Sont aussi exclus là, de l'assujettissement à la réglementation les bâtiments qui sont occupés en tout ou en partie par une entreprise ou un établissement là, qui, lui, est assujetti au règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère. Donc, il y a déjà, ces bâtiments-là sont déjà assujettis à une réglementation qui est au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour éviter qu'il y ait un recoupement ou un doublement de réglementation pour ces bâtiments-là. Donc, ceux-ci sont exclus de la réglementation. Je vais passer vite là-dessus parce que c'est très peu de cas pour les bâtiments de la Ville de Montréal. Comme une fois, c'est bien décrit aussi dans le guide. Donc, c'est des cas très particuliers. Donc, je ne vais pas m'étendre sur cette exclusion-là. Dans les dates d'échéance, donc vous vous rappelez là, que tous les bâtiments de 15 000 mètres carrés plus, là, attendez, je vais vous le remontrer précisément. Donc, tous les bâtiments de 15 000 mètres carrés plus, sauf s'ils comportent exclusivement des logements, donc dès cette année, sont assujettis à la réglementation. Je l'ai discuté avec mon contrôle, 2 secondes. Donc, qu'est-ce que si vous avez un bâtiment qui est donc assujetti cette année, vous allez devoir, ou plus tard le 30 juin de 2000, donc de cette année, de 2022, divulguer les renseignements pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, donc du 1er janvier au 31 décembre 2021. Donc, si vous avez, je vous rappelle, un bâtiment dans un des arrondissements de 15 000 mètres carrés et plus, ou de 50 logements et plus, mais sans aire commerciale. Donc, vous êtes assujetti à la réglementation et puis vous devez transmettre vos données d'ici le 30 juin de cette année. Au niveau de la transmission d'informations, puis on va en revenir un petit peu, mais un des outils qui existent, et il y en aura plusieurs, mais pour l'instant, l'outil qui est disponible pour vous, c'est le Energy Star Portfolio Manager. Comme je disais, il y a un deuxième webinaire spécifiquement là-dessus, mais pour ceux qui ne connaissent pas cet outil-là, c'est un outil de benchmarking en français, de divulgation de données qui est gratuit, qui est disponible en ligne et qui fait l'objet de beaucoup d'informations, de formations, de webinaires gratuits qui facilitent l'utilisation. Mais néanmoins, vous pouvez consulter le deuxième webinaire qui est préparé par BOMA Québec et la Ville de Montréal si jamais vous voulez comprendre comment utiliser l'outil pour vous conformer à la réglementation. Bon, dans le secteur du bâtiment, là, il y a toujours beaucoup d'exceptions, des petits cas de figure. Donc, cette partie de la réglementation touche les bâtiments multiples. Donc, chaque bâtiment, donc dans la déclaration, chaque bâtiment doit faire l'objet d'une déclaration distincte, sauf dans le cas où plusieurs bâtiments là, sont liés au même compteur d'électricité ou de gaz naturel ou de toutes sortes autres sources d'énergie. Donc, évidemment, là, c'est l'idée de la réglementation, c'est vraiment d'avoir une divulgation par bâtiment. Donc, la démonstration doit être faite que en fait, l'idéal, c'est de se dire, on va utiliser des sous-compteurs pour être habilité à faire une divulgation individuelle. C'est vraiment l'esprit du règlement, c'est d'y aller de manière individuelle
plusieurs façons d'y arriver, là, c'est pas l'objet du webinaire, mais on peut y aller par sous-compteur, on peut avoir un recours à un professionnel qui va établir le bilan énergétique de chacun des bâtiments malgré qu'ils partagent le même compteur. Il y a peut-être des possibilités aussi d'arriver avec des hypothèses crédibles de distribution d'énergie, donc je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il y a plusieurs façons d'y arriver, même si les bâtiments n'ont pas le même compteur, mais dans les cas exceptionnels où la démonstration pourrait être faite que c'est absolument impossible de faire cette répartition de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre par bâtiment, que les bâtiments sont sur le même compteur. Donc, à ce moment-là, ça s'est permis de faire qu'une déclaration. Probablement que si vous êtes dans cette situation-là, là, il y a des petites particularités dans la déclaration qu'on ne va pas couvrir maintenant qui devront être faites, mais vous pourrez toujours là, vous référer là, à l'adresse courriel de questions de la Ville de Montréal pour y répondre. Mais disons que de toute façon, comme je vous disais, pour bénéficier des avantages de la divulgation, ce qu'on ne mesure pas, on le contrôle mal, là, on ne le contrôle pas bien. Bon, d'habitude, on le dit en anglais, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une consommation par bâtiment pour être capable de suivre l'évolution de son bâtiment et de l'optimiser. Donc, vraiment, le sweet spot, là, c'est vraiment de tenter d'obtenir l'information séparée par bâtiment. La réglementation, elle prévoit, là, si vous l'avez regardé, s'il y en a qui étaient curieux et qui ont lu le règlement avant le webinaire, donc la réglementation prévoit qu'il y aura une cote de performance des émissions de gaz à effet de serre de bâtiments qui sera annuellement attribuée à chaque bâtiment, transmis au propriétaire, et puis il y a certaines dispositions, là, donc ça dit que la cote devrait être affichée conformément aux normes d'affichage du règlement et qu'elle sera également diffusée sur le site Internet. Donc, à ce jour-là, donc le règlement prévoit ça. Si vous avez regardé le règlement ne prévoit pas encore la méthodologie. Donc, à ce jour, la méthodologie permettant d'attribuer annuellement cette cote-là n'a pas été définie. Les modalités d'affichage de la cote non plus. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, donc qui va arriver normalement avec sa propre réglementation, vont travailler de concert pour déterminer cette méthodologie-là d'attribution de la cote. C'est difficile de mettre une échelle de temps là-dedans. Donc, on me dit, la Ville de Montréal dit des paroles très sages. Quand nous aurons l'information nécessaire pour être confortable avec une cote, nous allons travailler sur la méthodologie et il y aura un processus habituel là, de consultation là, qui sera mis en branle et vous aurez l'occasion de vous prononcer sur cette méthodologie. Donc, le règlement prévoit la cote. Elle prévoit une cote annuelle, prévoit que les propriétaires l'affichent, prévoit que ça soit affiché publiquement sur le site web, mais cette méthodologie-là n'est pas encore connue. Donc, on ne sait pas encore à quoi va ressembler cette cote-là. Quand que la ville sera rendue à cette étape-là, donc comment ça fonctionne, c'est par ordonnance. Là, si vous n'êtes pas familier avec les termes municipaux d'adoption de règlement, donc une ordonnance, c'est le comité exécutif de la Ville de Montréal qui peut procéder à une ordonnance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sont tous les élus, c'est un processus du comité exécutif qui peut intégrer au présent règlement cette méthodologie-là. Donc, c'est comme ça la mécanique qui sera utilisée pour intégrer la méthodologie de la cote. Bon, donc on parle de règlement, évidemment, on parle de mécanismes de validation, d'inspection, de vérification là, des renseignements. Donc, dans le règlement, bon, l'article 2, ça dit que l'autorité compétente est le directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience, son représentant ou tout autre fonctionnaire là, qui est chargé de l'application du règlement. Donc, cette autorité compétente-là se donne le droit, évidemment, de faire une validation, une vérification des données, mais se donne de l'information qui sera divulguée, mais se donne également le droit de procéder à une visite des lieux pour faire une validation sur place. Donc, évidemment, là, le règlement prévoit qu'il bon, faut avoir une carte d'identité, etc. Donc, quand les gens se présentent, mais le règlement prévoit que la Ville de Montréal peut aller faire une validation sur place de l'information qui aura été transmise. Là, évidemment, la Ville de Montréal, pendant au moins la première année d'assujettissement au règlement, là, cette autorité compétente-là, donc les gens de la Ville vont miser davantage là, sur l'accompagnement des propriétaires et des représentants là, que sur l'émission de constat d'infraction, par exemple, si les données n'ont pas été transmises de manière adéquate. Ceci étant dit, je ne le couvre pas dans le webinaire
parce que je trouvais ça plate à couvrir. Non, mais parce qu'il n'y a pas tant d'informations à ce que dire, mais dire qu'il y a quand même des constats d'infraction qui peuvent être donnés. Là, c'est autour de 500 à 1000 dollars quand les infractions sont constatées, si jamais vous ne vous conformez pas à la réglementation de divulgation. Un cas de non-conformité là, pourrait être, par exemple, de ne pas avoir divulgué ces informations avant la date qui est précisée dans le règlement, donc le 30 juin. Entraver là, le travail de l'inspecteur, donc refuser que l'inspecteur entre dans le bâtiment. Éventuellement, un constat d'infraction pourrait être de ne pas afficher sa cote, de ne pas avoir répondu à un avis ou de ne pas avoir transmis une information qui aurait été demandée suite à la divulgation. Et puis également une obligation pour vous de conserver là, vos documents pendant 5 ans. Donc, si une infraction à cet effet-là, en fait, si une non-conformité à cet effet-là, il y a des dispositifs d'infraction qui s'appliquent. Bon, ça, je mentionnais un petit peu tout à l'heure. Donc, le comité exécutif, donc, peut par ordonnance, donc c'est vraiment le comité exécutif de la ville, peut par ordonnance, donc modifier, faire une modification au règlement. Je mentionnais plutôt comme la liste des bâtiments assujettis, ça pourrait être la date, ça pourrait être le type d'information à divulguer. La méthodologie de calcul de la cote de performance sera aussi, lorsqu'ils seront prêts, là, intégrée à la réglementation par ordonnance. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ordonnance n'est pas adoptée par une assemblée législative élue, donc c'est pas par le conseil municipal, mais ça émane vraiment là, du comité exécutif de la ville. Bon, quand que une ordonnance en fait, quand il y a une ordonnance, donc un avis public là, qui est affiché à l'hôtel de ville, qui est publié sur le site Internet de la ville et normalement là, dans tous les quotidiens généraux, et bon, dans la Gazette officielle du Québec. Donc, c'est votre façon de vous tenir informé sur un changement de réglementation là, qui pourrait survenir là, dans les prochaines années. Les rassemblements à divulguer. Donc, on doit divulguer au 30 juin. Il y a plusieurs façons qui vont être disponibles, mais pour l'instant, la plus peut-être, celle que je trouve la plus facile pour les participants du défi, du moins, mais il y a l'outil Energy Star Portfolio Manager qui offre plein d'avantages, mais qui permet aussi de transférer l'information pour la ville. Donc, on sait les outils, on sait les dates, on sait son état assujetti. Maintenant, quel type d'information doit-on divulguer? Donc, évidemment, l'identification et les coordonnées du propriétaire, donc le nom complet inscrit au registre foncier et l'adresse courriel pour le rejoindre, adresse courriel pour les demandes d'information, pour les visites, donc, etc., donc un contact. Le propriétaire ou son représentant physique doit être en mesure de répondre aux demandes d'inspection de l'autorité compétente, donc de la Ville de Montréal, ou à toute autre question visant la conformité du bâtiment. Donc, c'est vraiment la personne responsable. S'il y a un changement de propriétaire ou de représentant physique ou de coordonnées, donc l'information, évidemment, elle doit être communiquée à la Ville de Montréal à l'adresse courriel que vous voyez là, dans le PowerPoint. Il y a des petits cas particuliers là, qui, dans le cas que le bâtiment est une copropriété indivise, donc les copropriétaires doivent également désigner le propriétaire parmi les copropriétaires qui va agir comme personne physique et responsable de la divulgation et le point de contact auprès de la ville. Donc, dans le cas d'une copropriété, il faut qu'il y ait un des propriétaires qui soit désigné comme point de contact. Dans le cas où un bâtiment appartient en tout ou en partie à une personne morale, donc ou une société ou un syndicat de copropriété, là, dans le cas de ce cas-ci des propriétés divises, les données d'identification des coordonnées de la personne morale doivent être fournies. Mais aussi, évidemment, une personne physique, là, donc un individu, doit aussi être désigné comme personne contact, là, afin que la Ville de Montréal puisse communiquer avec cet individu-là pour s'enquérir des informations, etc. Donc, ça, c'est les deux petits cas particuliers dans le cas où, par exemple, c'est une copropriété divise ou indivise, ou dans le cas où un bâtiment appartiendrait à une entreprise ou une personne morale. OK. Donc, ensuite de ça, dans les renseignements à divulguer, donc l'adresse complète du bâtiment qui est assujettie au règlement, elle doit être évidemment fournie.
Dans le cas où un bâtiment aurait plusieurs adresses, c'est le cas notamment de certains bâtiments là, dans le centre-ville, là. Donc, c'est l'adresse de l'utilisation principale, donc ayant le plus grand pourcentage de la superficie du bâtiment là, qui doit être divulgué. Au niveau des, bon, l'année de construction, c'est vraiment l'année de construction du bâtiment. Donc, ça va de soi, mais c'est pas, par exemple, l'année d'une rénovation majeure. On parle de l'année de construction. Le nombre de logements, ça, c'est assez, il n'y a pas beaucoup d'exceptions là-dedans, c'est facile à comprendre. Mais la superficie de plancher pour chaque type d'utilisation. Donc, je vais m'attarder sur ce point-là qui est un petit peu plus, qui est un petit peu moins simple que les autres. Donc, la superficie qui doit être déclarée, c'est la superficie en mètres carrés qui est occupée par chacun des types des utilisations qui sont décrits là, à l'annexe A du règlement. Mais je vais le montrer un peu l'annexe A plus tard. Donc, on doit faire une certaine répartition du mètre carré par type d'utilisation. Donc, cette information-là, là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on pourrait penser qu'elle va servir, par exemple, à l'établissement de la cote éventuellement, mais c'est aussi l'information qui peut être utilisée pour essayer de mieux comprendre le parc de bâtiments sur la ville de Montréal, puis avoir là, des politiques ou des règlements ou des programmes d'aide qui sont plus adaptés à la réalité. Donc, on ne doit pas que divulguer un mètre carré, mais essayer de le segmenter par type d'utilisation. La superficie de plancher, là, ça, c'est moi, je suis plus du côté énergie, vous l'avez compris, quand j'ai commencé à me tenir dans BOMA Québec, participer aux conférences et aux webinaires, tout ça, ben, j'ai compris dans la gestion immobilière, là, mesurer des mètres carrés locatifs, etc., c'est une science en soi. Il y a des webinaires juste là-dessus. Donc, au fin de la réglementation, là, pour être plus clair, la superficie de plancher inclut, sans restreindre, tous les espaces communs, les halls, les atriums, les rez-de-chaussée, les salles de réunion, les salles de pause, les zones occupées par les locataires, les toilettes, les buanderies, les gaines d'ascenseur, les cages d'escalier, les zones d'équipement mécanique, les sous-sols, les salles de tramposage. Donc, pour ceux qui ont des bâtiments commerciaux, là, ce n'est pas que l'espace locatif. Donc, c'est la superficie brute du plancher en mètre carré qui peut être mesurée à partir de la paroi externe des murs extérieurs du bâtiment. Donc, c'est pas la superficie louable, c'est l'entièreté de la superficie. Évidemment, j'ai ajouté une complexité à mètre carré total en disant, donc, c'est tous ces espaces-là, on se sépare par type d'usage. Évidemment, comme dans toute bonne chose, il y a une exception. Donc, cette superficie-là totale que je viens de vous dire, on doit quand même exclure tout espace extérieur ou qui n'est pas complètement fermé. Donc, peut-être certaines entrées, passerelles, des aires de stationnement extérieur, des balcons, etc. L'espace de plénium interstitiel entre les étages, donc va être exclu. Et le truc le moins intuitif, là, selon moi, la superficie de stationnement intérieur. Donc, c'est toute la superficie, grosso modo, là, c'est la superficie totale du bâtiment, des espaces qui sont fermés, même s'ils ne sont pas des espaces louables, mais sauf la superficie des stationnements intérieurs. Ceci étant dit, là, on va le voir tout de suite après, mais la consommation d'énergie de ces stationnements-là doit faire partie de la divulgation de la consommation d'énergie, mais pas le mètre carré associé à ces stationnements intérieurs-là. Si vous avez des stationnements intérieurs, vous avez certainement des questions par rapport à ça. C'est quand même assez bien décrit, comme je vous disais, dans les guides là, qui accompagnent la réglementation qui sont sur le site web de la ville. Donc, dans les sources d'énergie, là, on va... OK, c'est toutes les sources d'énergie, évidemment, qui sont consommées et livrées doivent être divulguées, là. Donc, c'est autant l'énergie qui nous arrive là, en flux continu, si on veut, l'électricité, le gaz naturel. Le gaz naturel renouvelable aussi en fait partie, là, si vous êtes un acheteur de gaz naturel renouvelable. Et toutes les sources d'énergie qui nous arrivent en vrac, là, par exemple, le mazout ou le diesel. Donc, toutes les sources d'énergie doivent être divulguées sur la plateforme. Donc, si c'est du gaz naturel, par exemple l'hydroélectricité, donc on va entrer la consommation mensuelle de ces sources d'énergie-là. On va indiquer aussi la période de facturation. Dans le cas que c'est du mazout ou du diesel, la date à laquelle on l'a reçu. La demande de puissance électrique. Donc, la demande de puissance électrique, ça va regarder une facture d'Hydro-Québec, la demande électrique, là, il y a plusieurs
il y a plusieurs lignes associées à ça. Il y a plusieurs lignes qu'on voit le kilowatt, là. La ligne à utiliser, là, c'est la puissance à facturer. C'est vraiment le kilowatt qu'on vous a facturé. Donc, c'est cette information-là qui doit être divulguée. Les coûts aussi total liés à la consommation d'énergie, incluant tous les frais afférents. Donc, par exemple, dans le cas ça peut être les redevances de compteur, là, nos frais mensuels, le coût, par exemple, dans le cas du gaz, de la molécule, transport, distribution, etc. Donc, tous les frais afférents, y compris les taxes applicables. Donc, c'est vraiment le coût total. Si votre bâtiment utilise de l'énergie qui vient d'un réseau thermique urbain, donc par exemple, vous achetez de la vapeur de la CUM, donc le nom du fournisseur du réseau doit être indiqué, mais aussi la quantité de vapeur qui est achetée doit également être divulguée. Juste, ça fait plus partie du webinaire sur Energy Star, l'utilisation d'Energy Star dans le cadre de la règlement que celui-ci. Mais sachez que dans Energy Star Portfolio Manager, là, vous pouvez déclarer vos consommations d'énergie dans les unités que vous voulez. Et puis la plateforme fait elle-même la conversion, là, par exemple, en gigajoules de toute cette source d'énergie-là. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Juste une seconde. Peut-être une question que j'aurais pu avoir ou que j'ai eue à propos de ça. Par exemple, si pour toute l'énergie qu'on soit en vrac, le mazout ou le diesel, par exemple, là, on doit vraiment indiquer la quantité totale qu'on a reçue à telle date. Puis si on a reçu, par exemple, 5000 litres de mazout le 30 décembre, même si on n'a pas consommé tous ces 5000 litres-là avant la fin de l'année, qui est la période de conformité, c'est quand même cette consommation d'énergie-là qu'on va divulguer dans la plateforme. Je vous parlais tout à l'heure de le mètre carré là, qui était, on allait le segmenter par type d'utilisation. Je sais que vous ne voyez probablement pas très bien ce qu'il y a à l'écran. Je peux vous en donner des exemples, mais de toute façon, ça fait partie de l'annexe 2, si je ne me trompe pas, là, de la réglementation. Donc, vous allez voir, bon, il y a je vais vous lire les grandes catégories d'utilisation, centre commercial, divertissement et lieu de rassemblement public, éducation, hébergement résidence, hôpital spécialisé, récréatif, restaurant-bar, service public, service à la population, stade, technologie et sciences, services, etc. Donc, la déclaration, donc on doit s'assurer que dans la plateforme, on déclare le mètre carré total de la façon que je l'ai expliqué précédemment, mais quand on découpe là, par type d'utilisation, donc on va se limiter à 3 types d'utilisation pour un bâtiment. Là, donc, c'est une certaine latitude. Si on a 8 types d'utilisation dans notre bâtiment, on n'a pas nécessairement à le faire. Donc, on va segmenter ça en 3 types d'utilisation. On dit aussi que les types d'utilisation qui représentent moins de 10% de la superficie totale n'ont pas à être déclarés. Donc là, ça, il faut prendre le webinaire Énergistar pour comprendre, mais il y a deux endroits où on met les mètres carrés. Il y a le mètre carré total, évidemment, mais après ça, on va le répartir par mètre carré, par utilisation, puis il faut évidemment là, que tout ça balance. Mais je vous référerai au webinaire d'Énergistar pour ces technicalités de divulgation-là. Donc, on approche de la fin. Les modalités de divulgation, donc je vous mentionnais que, bon, la déclaration des renseignements va être transmise à la ville, soit via le site Energy Star ou en remplissant une version électronique d'un formulaire. Donc, il y aura la possibilité, là, pour ceux qui ne veulent pas utiliser cet outil-là, de le faire à la main, si on veut, dans un formulaire qui va être disponible. Là, sauf erreur, il n'est pas encore disponible. Mais il le sera, là, évidemment, avant la période de conformité là, qui est au 30 juin de cette année. Donc, comment ça va fonctionner, la divulgation? C'est que à chaque année de conformité, la Ville de Montréal va publier sur son site web, et vous l'avez là à l'écran, et c'est également dans le guide, dans les différents documents qui sont mis à la disposition. Donc, sur le site web de la Ville de Montréal, chaque année sera publié là, un lien URL qui va vous permettre de faire un transfert automatique des données d'Energy Star Portfolio Manager vers l'outil de collecte de la Ville de Montréal. Donc, dans un but, évidemment, là, de faciliter le plus possible là, ce travail de transfert-là. Le formulaire également, quand il sera disponible sur ce
ce site web-là. Si vous allez sur ce site web-là, c'est là, sur cette page web-là, en réalité, c'est là que vous allez retrouver aussi les webinaires qui ont été enregistrés, mais aussi les 2 guides que je vous parle qui ont été rédigés, là, qui permettent de comprendre, mieux la réglementation. Dans le guide aussi, on couvre certains cas spécifiques, certaines questions spécifiques que vous pourriez avoir. Puis il y a aussi son cousin, le guide, là, qui vous permet de comprendre les particularités d'Energy-Star dans une application du règlement. Je vais aller plus vite aujourd'hui que la dernière fois. On va avoir un petit peu de temps. Fait que les gens de Beaumont, là, si vous êtes prêts à prendre des questions, si je leur avais dit non, mais je vais aller plus vite. Donc, pour les questions, première chose que je vous recommanderais, là, parce que c'est vraiment d'aller, vous l'avez compris, lire les guides. C'est pas tellement long, c'est vraiment, on prend chaque article du règlement, on le reprend dans son intégralité, puis on explique chacun des trucs. Là, je sais pas combien de pages il fait, peut-être 15 ou 20 pages, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Vous allez regarder. Probablement 85% de vos questions seront répondues en lisant le guide. Je sais qu'en gestion immobilière, il y a plein de petits cas tout le temps qui sont très particuliers, là. À ce moment-là, s'il y a des questions résiduelles qui restent de ça, écrivez à divulgation. Il y a un petit soulignement, là, divulgation, soulignement cotation à montréal.ca pour vos questions additionnelles. Et je sais que la ville, sont évidemment à répondre aux questions, mais aussi compile toutes les questions, puis ce sera le guide d'application qui est disponible sera mis à jour éventuellement si on voit qu'il y a certaines questions qui reviennent, qui ne sont pas répondues par le guide. Là, le guide sera également mise à jour. Donc, c'était tout. J'espère vous avoir un petit peu, pas passionné, mais pas trop endormi avec une présentation de réglementation. Je vais peut-être y aller des questions. Je ne sais pas si quelqu'un de Beaumont qui... Écoute, est-ce que tu m'entends, Geneviève? Oui, je t'entends très bien. Alors, écoutez, les gens ont été respectueux de la consigne d'envoyer les questions par le site de la ville, mais il y en a une sur le chat. Et puis, je ne suis pas certaine, mais ça demande, pour la période de facturation, est-ce qu'on veut la date de facturation pour chaque facture d'hydro? Oui. Ouais, c'est la date. En fait, c'est la période de facturation pour Hydro-Québec. C'est vraiment le début. En fait, on a une consommation qui a commencé à une date puis qui a fini à une date, donc c'est ce qu'on veut. J'en ai aussi en privé, Linda, fait que je peux peut-être y aller. Je viens d'ouvrir mon truc. Est-ce que tu veux qu'on y aille comme ça? Oui, vas-y. OK. On me demande pourquoi les propriétaires de condos, de bungalows, de duplex ne sont pas assujettis. Donc, juste préciser, là, si les bâtiments de 2000 mètres carrés et plus, donc ça exclut effectivement les duplex, puis les triplex probablement. Les propriétaires de condos, par exemple, ne sont pas nécessairement exclus, là. Si c'est un condo qui fait partie d'un bâtiment de plus de 2000 mètres carrés, il est assujetti à la réglementation. Le pourquoi, là, on y va par étapes. Là, on y va là où est-ce que le gros morceau de la consommation dans les plus gros bâtiments. Mais comme vous avez entendu durant le webinaire, là, le règlement prévoit que par ordonnance, là, il pourrait y avoir éventuellement plus de bâtiments qui seraient assujettis à la réglementation. On me demande s'il y a une réglementation qui s'en vient à l'extérieur de la ville de Montréal. Donc, je vous ai mentionné que c'est prévu que le gouvernement du Québec émette une telle réglementation dans un horizon assez proche. Si je me rappelle bien, c'était cette année ou l'année prochaine. Donc, ça va à ce moment-là couvrir toute la province du Québec. Donc, la réponse, c'est oui, ça s'en vient ailleurs qu'à Montréal. Soyez assurés que la Ville de Montréal travaille avec le gouvernement du Québec, donc on n'a pas fait ça en phase clos, là. Donc, normalement, là, il ne devrait pas avoir de différence significative là, dans le règlement québécois qui viendrait porter de la confusion là, pour les bâtiments de Montréal. On me demande s'il y a moyen, je vais en rafale comme ça, là, t'es correct, Linda? S'il y a moyen de synchroniser le portail d'Hydro-Québec avec Energy Star, pas encore. C'est dans les discussions depuis un petit bout de temps. Il y a des technicalités à résoudre. Ce n'est pas encore fait. C'est quelque chose qui est prévu. Donc, j'essaie de voir. C'est pas mal ça que j'ai. L'autre portail est trop petit. Donne-moi une seconde parce que... On me demande est-ce qu'un des webinaires disponibles est une version française de la formation Portfolio Manager. Là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est prévu par cette question-là, mais
Energy Star Portfolio Manager, c'est un outil américain qui a été adapté par le gouvernement canadien, Ressources naturelles Canada. Les données sont sur un serveur canadien. Donc, il s'est approprié l'outil, l'a adapté, a mis en français, a mis les unités métriques, etc. Energy Star, eux, ont travaillé sur des webinaires gratuits. Certains qui sont en français et en anglais, d'autres, je pense, qui sont juste en anglais. Si vous allez sur le site de SIET Canada, là, je ne me rappelle plus exactement du nom du SIET Canada, ils offrent avec Enercan des webinaires gratuits pour l'utilisation d'Energy Star Portfolio Manager. Donc, par contre, je vous invite à vous rappeler que j'ai mentionné qu'il y a un webinaire d'Energy Star qui a été fait dans la perspective de se conformer à la réglementation de Montréal, l'utilisation d'Energy Star, qui est animé par le co-instigateur du défi Mario Poirier, là, qui est disponible également. Donc, vous pourriez regarder ce webinaire-là pour mieux comprendre. On me demande, est-ce qu'un bâtiment de plus de 15 000 avec un petit commerce au rez-de-chaussée est assujetti ou bien c'est le contraire? Donc, je vais vous ramener à la diapositive. Donc, dans le 15 000, dans la question, j'imagine qu'il était question de 15 000 mètres carrés. Donc, les bâtiments dès cette année de 15 000 mètres carrés et plus, sauf s'ils ont exclusivement des logements, donc sont assujettis. Donc, peut-être j'ai dit le contraire tout à l'heure. Maintenant, je me dis, mais 15 000 mètres carrés et plus, il y a des logements, puis il y a des dépanneurs, par exemple, c'est assujetti. C'est 15 000 mètres carrés que des logements, ça ne l'est pas pour cette année. Donc, mais dès l'année prochaine, ça le sera. Donc, il y a juste un sursis d'une année. On me demande s'il faut divulguer génératrice, cuisine en propane, etc. Oui, donc c'est toute forme d'énergie. Le diesel pour les génératrices, le propane pour les cuisines, l'huile, etc. Donc, c'est vraiment toutes les sources d'énergie. Qu'elles arrivent là, en continu comme la vapeur, le gaz naturel ou l'électricité, ou qu'elles arrivent en vrac comme l'huile et le propane et le diesel. Je pense que c'est à peu près tout que je suis capable de prendre en live comme ça, Linda. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Le webinaire a été enregistré et sera disponible si vous le réécoutez. Je vous rappelle qu'il y a si vous allez sur le site web, je vais le remettre de la ville, il y a les guides puis toutes sortes de références. Si jamais tout ça ne répond pas à vos questions, vous pouvez toujours écrire à la Ville de Montréal. Et puis, Linda, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Ben, écoute, je voudrais te remercier, Geneviève. Je pense que tu as fait un très bon survol de la réglementation. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont encore des questions, donc le site de la Ville est là pour ça. Les gens répondent absolument dans les 24 heures de la demande. Alors, je te remercie, je remercie tous les participants et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.